je dirais de ne pas empêcher, de ne pas contraindre les États, de ne pas les mettre à la diète? Oui, alors je répondrai deux choses à votre. Ce sont des bonnes questions qui viennent d'être posées, en tout cas qui sont souvent posées. La première, c'est que depuis les années 70 jusqu'aux années 70, la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque de France, pouvait consentir des avances à l'État. Et c'est depuis des décrets qui ont été pris en 73 et dans les années suivantes que désormais il a été interdit à la Banque centrale française, comme aux autres banques centrales, d'accorder des créances à la puissance publique et donc de forcer l'État à s'endetter sur les marchés privés. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette question et vous devriez vous renseigner sur ce que dit notre seul prix Nobel d'économie Maurice Allais qui est interdit d'antenne. Bien. Donc une des premières choses qu'il faudrait poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'endetter auprès des marchés ou auprès de grandes banques comme celles dont je viens de parler qui sont des escrocs, Goldman Sachs ou JP Morgan, c'est maintenant avéré, d'ailleurs ils font l'objet de poursuites aux États-Unis. Pourquoi c'est à eux plutôt qu'à une banque centrale qui est là? Voilà. Alors pourquoi? Eh bien je vous pose la question. Vous avez la réponse ou pas, François Asselineau? Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous proposons de faire le chemin inverse. Qui consisterait donc? Qui consisterait à ce que la Banque centrale puisse consentir des avances à l'État et à la puissance publique. Le deuxième point qu'évoque notre auditeur, qui est un point justifié, c'est qu'il dit nous avons des charges sociales. En gros, il est expert comptable. Oui, qui dit nous avons des charges sociales qui sont insupportables par rapport, en définitive, à la concurrence mondiale. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il prend, me semble-t-il, le problème à l'envers, parce que qui a créé la mondialisation? Qui a créé la mondialisation? C'est pas un phénomène qui est tombé du ciel. C'est pas les Indiens ou les Chinois qui ont créé la mondialisation. C'est une politique déterminée qui a été poussée par les États-Unis en connivence avec la Commission de Bruxelles, avec notamment Sir Leon Brittan, qui était à l'époque, dans les années 80, le commissaire chargé des négociations multilatérales, une politique délibérée qui a consisté à démanteler toutes les protections aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Ce qui a permis aux grandes sociétés américaines et européennes d'aller investir en Chine, d'y produire des usines pour bénéficier de salaires qui sont en gros 20 fois inférieurs. C'est ça qui a procuré le développement industriel ultra rapide de l'Inde et surtout de la Chine. Bon, alors maintenant on nous dit regardez la concurrence chinoise, mais qui a créé cette concurrence chinoise? Et comment faire pour en sortir de cette situation? Parce que là aussi c'est une question que j'aimerais que l'on pose par exemple d'ailleurs à votre auditeur. Nous avons affaire entre la Chine, l'Inde, l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, etc. Nous avons, sans parler du Brésil et des pays d'Amérique latine, nous avons affaire, rien que dans la zone Asie, à plus de 3 milliards de personnes, 3 milliards, qui ont un niveau de vie et des salaires qui sont 20 fois inférieurs. C'est-à-dire que même si en France on supprimait d'un seul coup toutes les charges sociales, ce qui signifie au passage... On ne serait pas compétitif. Voilà, on ne serait pas compétitif, ce qui signifie qu'au passage, qu'il faudrait fermer les hôpitaux, les commissariats de police, l'armée, les écoles, etc. Et donc nous aurions une explosion sociale en France. Donc la grande et vraie question de notre époque, c'est que la France, comme d'ailleurs les pays occidentaux, est en train de perdre mois après mois sa substance. Nous perdons plusieurs milliers d'emplois industriels chaque mois. Et ça n'est pas parce que les charges sociales sont trop élevées, c'est parce que de toute façon, même s'il n'y avait pas de charges sociales, nous perdrions ces emplois parce que de toute façon, ni nous, ni aucun pays occidental ne sera compétitif face à 3 milliards de personnes qui sont avec un niveau de vie très inférieur, de l'ordre de 15 à 20 fois inférieur. François Asselineau, notre grand témoin ce matin, inspecteur général des finances, président fondateur de l'UPR, Union populaire républicaine, 8h18. Gérard Leclerc, tous les matins, avec nous du lundi au jeudi, son édito. Réflexion ce matin sur la tempête européenne, Gérard. Oui, Louis, je n'ai pas la compétence de Monsieur Asselineau et je l'écoute d'ailleurs avec passion et je trouve ses propos tout à fait pertinents en dépit de mon incompétence. Et je me permettrai simplement de poser quelques questions et 3 questions ce matin en face de cette véritable tempête que l'Europe assume ces jours derniers.
Aux yeux d'un non-spécialiste, la situation pose ce que j'appellerais des questions de bon sens. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles ont été posées tout à l'heure. J'ai écouté, par exemple, Monsieur Emmanuel Valls nous expliquer que si l'on imposait aux Français la médication que l'on impose aux Grecs, eh bien, il faudrait accepter que le salaire de nos fonctionnaires soit réduit de 25%. Que l'on passe de 60 ans à 67 ans, ce qui concerne l'âge de la retraite. Il faudrait augmenter la TVA de 2 points, etc., etc. Je remarque à ce propos, la discussion est féroce. Est-on en train d'appliquer à la Grèce la politique de déflation que Pierre Laval avait imposée à la France avant-guerre et qui s'est révélée un fiasco, si j'en crois encore une fois les spécialistes et les historiens? N'est-on pas en train de s'aborder en fait l'économie grecque qui sera hors d'état de rebondir puisqu'on lui refuse les médications classiques, et là je renvoie à M. Asselineau, la dévaluation et ce qu'on appelle, je crois, l'inflation compétitive. Encore une fois, je ne suis pas du tout économiste et je laisse la question en suspens. Mais il y a tout de même une logique élémentaire dans tout cela. Si nous n'étions pas capables nous-mêmes d'adopter les solutions drastiques que nous imposons à nos partenaires, il ne faut pas s'étonner qu'une révolte éclate à Athènes. Elle est en train d'ailleurs de couver, elle a déjà provoqué des drames. Mais qu'en sera-t-il demain? Et qu'en sera-t-il pour nous lorsque nous aurons les conséquences de cette politique nous atteindront encore plus cruellement. Par ailleurs, on impute à cette même Grèce un budget militaire beaucoup trop important qui pèserait d'une façon déséquilibrée sur ses finances. Mais je pense que nous sommes là encore en pleine inconséquence. Lorsqu'on parle d'Europe, je pense à un spécialiste des armées qui a déjà été invité par Radio Notre-Dame, notre ami Merchet, qui m'expliquait que la Grèce est avec la France et l'Angleterre